Bienvenue sur Balti Channel avec aujourd'hui en guise de jeu insolite un sport, le Flat Track Roller Derby. A vrai dire, il s'agit d'un ancien spectacle tombé dans l'oubli et depuis peu ressuscité, repensé, reconstruit en tant que sport véritable par un petit groupe de femmes à la volonté farouche. C'est donc un sport jeune qui galère, pratiqué essentiellement dans des gymnases ou des entrepôts, avec une piste de jeu simplement scotchée à même le sol. Un sport authentique qui se construit en toute indépendance, loin des pollutions médiatiques et de l'argent. Un sport de filles, oui, mais pas des princesses en sucre de contes de fées. Loin du mainstream, on navigue ici en eau trouble. Punk, rock, glamour, gore, pin-up, électro, lolita, gothique, etc. Des visages multiples mais une identité forte, une communauté solidaire de par le monde et un esprit girl power qui n'a jamais été aussi tangible. Certes, les équipes masculines commencent elles aussi à fleurir un peu partout, et je peux le comprendre car le roller derby est un sport de contact physique et exigeant, ainsi que collectif et tactique. Autant dire que l'envie d'enfiler des patins est vite contagieuse. Pourtant, le Flat Track Roller Derby possède cette exceptionnelle singularité d'avoir été créé par des femmes, à la marge, porté par un courant alternatif et désinvolte. Pour cette raison, j'aimerais vraiment qu'il puisse rester le territoire de ces âmes rebelles qui ne veulent ni chausser des ballerines, ni rester dans l'ombre des hommes en pratiquant un sport traditionnel créé par et pour les hommes avant tout. Mais bon, ériger des clôtures, exclure des genres, ou même des transgenres, ce n'est pas le style de la maison. Liberté chérie, j'écris ton nom, en lettres de sang sous le tonnerre, car telle est la devise de ce sport, Blood and Thunder. Dans cette vidéo, nous verrons bien sûr les règles en détail, mais avant ça, nous voyagerons dans le temps de ses origines à son essor actuel. Libre à vous, grâce à ce petit menu, de zapper la partie historique, mais vous louperiez des images d'archives bien sympathiques. Oh non, le roller derby n'est pas né d'hier, il existait déjà à l'état embryonnaire en 1880. À cette époque, en effet, les patins à roulettes sont en vogue en Amérique du Nord, et des courses de vitesse et d'endurance disputées sur plusieurs jours rencontrent un peu partout un vrai succès populaire. Le terme derby qui les désigne apparaît pour la première fois dans le Chicago Tribune en 1922. Plus tard, lors de la Grande Dépression qui suivit le krach boursier de 1929, ce sont les marathons de danse et leurs milliers de dollars de récompenses qui attirent les foules de sans-emploi, comme on peut le voir dans l'excellent film On achève bien les chevaux. Mais ceux qui s'enrichissent, bien entendu, sont avant tout les organisateurs, dont Leo Seltzer, propriétaire de nombreux cinémas dans l'Oregon et qui va rapidement amasser plus de 2 millions de dollars. Au début de l'année 1935, des amis le mettent au défi de trouver un sport utilisant des patins à roulettes, ce qu'il va faire, mais sans vraiment chercher très loin, puisqu'il se contente d'adapter le concept des marathons de danse. Et quelques mois plus tard, 20 000 spectateurs se bousculent au Chicago Coliseum pour assister à la première étape de la Transcontinental Roller Derby, une nouvelle épreuve de 3000 miles réservée aux couples de patineurs. Et à l'époque, la présence de patineuses constitue un pari risqué, car s'il flatte le public féminin, certains y voient la preuve que le roller derby n'est pas un sport légitime, puisqu'il n'est pas réservé aux hommes, mais un simple numéro de cirque. D'ailleurs, ce spectacle va devenir itinérant et parcourir le pays avec sa piste incurvée démontable, mais sans plus connaître le succès initial de Chicago. Ce n'est qu'en 1937, grâce au conseil avisé du journaliste sportif Damon Runyon, que le roller derby va trouver un second souffle. Les équipes s'élargissent à 5 patineurs, les poussettes et les coups de coude sont désormais autorisés, et des points sont attribués lorsqu'un membre d'une équipe prend un tour à l'équipe adverse. Les bases du roller derby sont posées. Ô combien spectaculaire, il obtient les faveurs de la télévision dès 1948, et les diffusions se propagent rapidement sur toutes les chaînes. En 1959, Leo Seltzer passe le relais à son fils Jerry, qui décide de scripter les rencontres télévisées pour les rendre encore plus sensationnelles.
Le roller derby s'engage alors dans la même voie de garage que le catch, celle de la bouffonnerie et de la surenchère théâtrale, suivant dans ses grasses lignes un scénario sans finesse où l'incertitude du sport n'a plus sa place. Et il cesse donc d'être un sport. Peut-être à cause de cela, de cette imposture flagrante, ou peut-être simplement car les modes sont versatiles, la popularité du roller derby va peu à peu décliner jusqu'en 1973 où le choc pétrolier contraint Jerry Seltzer à mettre la clé sous la porte. 2 ans plus tard, le film Rollerball dépeint un futur cauchemardesque où un sport ultra-violent, manifestement inspiré par le roller derby, hypnotise les foules et anesthésie leur ambition, exactement comme les jeux du cirque de la Rome antique. Les joueurs se sont échauffés. Sanchez de Madrid déborde sur la gauche. Sanchez attrape Jonathan par derrière, mais à l'extérieur arrive Moonpie, qui élimine 3 des joueurs de Madrid. Le vieil épervier Moonpie. Puis en 1977, l'International Roller Skating League tente de raviver la flamme, mais après des débuts prometteurs, l'aventure s'essouffle vite. Il faudra attendre 1989 pour qu'un autre sport sur roller tente sa chance. Et les Roller Games ne font pas les choses à moitié. Des émissions de télé, mais aussi un disque, un magazine, une borne d'arcade, un flipper, et même un jeu honorable sur la console phare du moment, la Nintendo Entertainment System. Au-delà du merchandising, l'innovation majeure c'est la piste en forme de 8, avec un tremplin et un virage extrêmement pentu, où les patineurs vont pouvoir marquer des points supplémentaires en s'élevant le plus haut possible. Le show se veut plus spectaculaire que jamais, scripté au maximum au seuil de l'insoutenable, avec des intrigues à tire-larigot entre tous les joueurs et même avec les présidents des équipes. Des équipes au caractère bien trempé dans la caricature, avec des équipes de gentils bien identifiées, et des équipes de méchants bien identifiées. Bien que simpliste, c'est un univers complet et cohérent, presque une parabole en forme de 8 de la société moderne. Le charme opère donc et l'audience est au rendez-vous, mais il n'y aura pourtant pas de saison 2. Les Roller Games ont été lancés en fanfare, mais le temps que les trompettistes reprennent leur souffle, tout l'orchestre s'est cassé la gueule. La faute à certains producteurs trop ambitieux qui ont fait faillite. 10 ans plus tard, en 1999, c'est au tour du Roller Jam de se vautrer. Même si les rollers en ligne ont fini par remiser les archaïques patins en roulette au grenier, on reste très proche du roller derby des années 60. Un spectacle sans surprise donc, et qui sans surprise va tirer sa révérence après 2 tours de piste. Tout le monde pense alors que le roller derby est mort et enterré. Et c'est vrai, ce roller derby de foire, ce phénix-là, ne renaîtra jamais plus de ses cendres, car dans le même temps, à des milliers de kilomètres de là, un autre roller derby, l'élu, le sport véritable, fait ses premières étincelles. C'est à Austin, au Texas, que tout va commencer en l'an 2000. Un jeune musicien nommé Daniel Policarpo a une vision un peu folle. Un spectacle kitsch avec des femmes tatouées sur patins en roulette, mais également des clowns se poignardant les uns les autres et des ours en feu sur des monocycles. Autant dire que ce programme suscite quelques désaccords, et le jeune homme doit quitter la ville, laissant derrière lui les patineuses qu'il avait engagées. Celles-ci vont alors prendre en main leur destin et façonner peu à peu, dans l'esprit du do-it-yourself, le cadre, les structures et les règles du roller derby moderne. On observe 2 versions, l'une à piste plate et l'autre à bord relevé, mais seule la première va vraiment se propager, probablement car il suffit de quelques plots ou d'un gros scotch de couleur pour fabriquer une piste. En 2004, une association est créée pour unifier toutes les ligues qui éclosent un peu partout sur le continent, la Women's Flat Track Derby Association. Oubliez les coups de la corde à linge, les jeter par-dessus la balustrade et les nains qui donnent des coups de calepin, à la place d'un scénario sommaire, le roller derby possède enfin un règlement officiel, complet et précis. Glorieuse incertitude du sport, bonjour. En 2009, le film Whip It, ou Bliss en France, va lui donner un formidable coup de fouet. Ce long métrage, le seul réalisé par l'actrice Drew Barrymore, ça se présente mal, nous raconte l'histoire de Bliss, une adolescente trop lisse, trop sage, qui va se laisser séduire par le côté obscur, interdit, mais franchement défoulatoire et jubilatoire du roller derby. Je voulais juste vous dire que vous êtes mes héroïnes. C'est la première fois? Oui. Bah enfile des rollers et deviens ta propre héroïne. Bien entendu, l'héroïne va enfin découvrir qui elle est vraiment, gagner en estime de soi et en charisme, et bien entendu, elle va devenir une vraie championne. Mais au-delà de sa valeur intrinsèque, ce film a permis de faire découvrir le roller derby au grand public. Et pas seulement aux ados, puisque des étudiantes aux mères au foyer quadragénaires, nombreuses sont celles qui sont tombées sous le charme de ce sport atypique, que ce soit pour briser la monotonie ou laisser libre cours à sa personnalité, pour se décharger du stress quotidien ou prendre sa dose d'adrénaline. On va les achever, on va les massacrer. Allez les filles, ça roule. Je vais vomir.
Pour une fois, un sport féminin n'est pas la déclinaison tardive et édulcorée d'un sport masculin. Aussi loin des stéréotypes « Je suis une fille donc je suis douce et gentille » que des copier-coller comportementaux, je fais comme les garçons. Le roller derby occupe une place unique, un peu rebelle. Le pratiquer, c'est devenir soi-même unique et un peu rebelle, appartenir à une communauté soudée où l'individu se réalise pleinement et même se rebaptise. Car c'est l'une des particularités de ce sport, on peut choisir son nom de scène. C'est quoi ton pseudo? Pocket Rocket. Et le tien? Jabba la pute. Qu'il soit mignon ou obscène, poétique ou même injurieux, il n'y a pas de limite à la créativité, à l'épanouissement. Liberté chérie, une fois encore, j'écris ton nom. Aujourd'hui, plus aucun obstacle, aucun océan ne semble pouvoir contenir l'expansion du roller derby qui se pratique aux 4 coins du globe, de l'Australie à la Finlande en passant par la Colombie et Singapour. Dès 2010, à peine 10 ans après sa création, il a été reconnu officiellement comme un sport légitime par une filiale du Comité international olympique. Et depuis, les choses s'accélèrent. En 2011, la première Coupe du Monde est organisée à Toronto, puis à Dallas en 2014, et enfin cette année à Manchester. Les 3 éditions ont été remportées par les USA, tout comme d'ailleurs l'épreuve des premiers World Roller Games, organisée en Chine en 2017, mais l'écart se resserre. Tout d'abord, le flat track roller derby, comme son nom l'indique, se pratique sur une piste plate, oblongue, c'est-à-dire en forme de gélule, ou de haricot si vous préférez, d'environ 27 mètres sur 16. Quant au roller, revoilà ces bons vieux patins à roulettes dont le look vintage colle parfaitement à l'esprit décalé du roller derby. Il se joue à 5 contre 5, mais 5 patineuses ne peuvent suffire à constituer une équipe qui se doit d'en comporter au moins le double pour leur permettre de se relayer sur la piste et de bien récupérer. De plus, toutes n'ont pas la même fonction. La jammeuse, qui affiche une étoile sur son couvre-casque, a pour rôle de marquer des points, un pour chaque bloqueuse de l'équipe adverse qu'elle parviendra à dépasser. Et les bloqueuses, donc, qui doivent contenir les assauts de la jammeuse adverse, mais qui peuvent aussi prêter main forte à leur propre jammeuse en venant bousculer le bloc adverse. Admirez ici le travail de cette bloqueuse française qui va venir faire rempart de son corps pour favoriser l'échappée de sa jammeuse. Enfin, même si cela n'est pas obligatoire, il y a la plupart du temps un pivot, qui se différencie des autres bloqueuses par une bande médiane sur son couvre-casque, et qui possède la particularité de pouvoir se transformer en jammeuse en cours de partie si la jammeuse de départ lui transmet son couvre-casque étoilé. Cette manœuvre, appelée Star Pass, permet de prendre les bloqueuses adverses par surprise, comme dans cet exemple où la pivot américaine réussit à transpercer le bloc adverse, désorienté, prise au dépourvu par un magnifique Star Pass. Et ouais mon gars. Un match se divise en 2 mi-temps de 30 minutes, eux-mêmes découpés en sessions de 2 minutes maximum appelées jam. Et je dis bien maximum, car la jammeuse qui réussit la première à franchir le bloc adverse acquiert le statut de lead jammeuse, et peut choisir d'abréger un jam quand elle le désire. Il lui suffira pour cela de se mettre ses mains sur les hanches pour le signifier aux arbitres. Et mine de rien, c'est un énorme avantage car elle peut ainsi arrêter le compte des points avant que la jammeuse adverse n'en marque elle aussi. Au début d'un jam, les jammeuses démarrent derrière la ligne des jammeuses et les bloqueuses entre la ligne des jammeuses et la ligne des pivots, dont seuls ces derniers peuvent s'élancer. Au coup de sifflet, tout ce beau monde commence à se rentrer dedans, mais attention, dans les règles de l'art, et elles sont nombreuses. Le roller derby, aussi libérateur qu'il soit, n'en est pas moins encadré par un règlement exhaustif, presque aussi épais que le bottin, et toute une tripotée d'arbitres veille à son application. Avec une notion centrale, le pack. Le pack désigne le plus grand groupe de bloqueuses. Si l'une d'elles s'en éloigne de plus de 3 mètres, elle n'en fait plus partie. Au-delà de 6 mètres, elle est considérée hors jeu et ne peut plus initier de contact avec une autre joueuse, sous peine d'être exclue pendant 30 secondes, laissant donc ses coéquipières en infériorité numérique. Pour bien comprendre tout ça, je vous propose d'observer cette bloqueuse française. Elle décide d'aider sa jammeuse à franchir le mur ennemi, mais soudain, elle abandonne, sans pour autant aller prêter moins forte à son propre bloc. Et pourtant, elle a réagi parfaitement. Alors, revenons un peu en arrière. Là, elle chahute le bloc brésilien. Quand soudain elle lève la tête et s'aperçoit qu'un fossé s'est creusé avec ses 3 coéquipières, qui sont donc sorties du pack. Si elle se place alors dans l'espace vide, à mi-chemin entre les deux groupes, c'est justement pour permettre aux autres bloqueuses françaises de continuer à engager le contact avec la jammeuse brésilienne. Des joueuses peuvent également être pénalisées si un pack n'est pas formé ou reformé rapidement. Mais il existe bien d'autres fautes qui peuvent conduire une joueuse en prison, ou penalty box, dont l'interdiction de couper la piste, c'est-à-dire en sortir pour y revenir en meilleure position. Les contacts sont également très réglementés. Pour simplifier, on ne peut heurter un adversaire qu'avec les parties du corps colorisées ici en jaune, et en ne prenant pour cible que ces parties colorisées en bleu. Mais ça laisse quand même une bonne palette de collisions spectaculaires, dont voici un petit florilège. Voilà, si cette vidéo vous a plu et si ce sport vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au site dont je vais mettre les liens en description
pour vous renseigner sur les clubs et les rencontres près de chez vous. Le roller derby est actuellement en plein boom et pourrait très prochainement devenir discipline olympique, mais pour ma part, je souhaite surtout que quoi qu'il arrive, il ne rentre jamais dans les rangs, qu'il garde toujours son indépendance et puis son esprit un petit peu inclassable, punk rock glamour, et que si une joueuse désire se maquiller intégralement le visage, porter des barésies ou se faire appeler Brutal Betty, Garth Kelly ou Brenda de Morue, cela ne lui soit jamais interdit. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à plus.